Aucun enfant ne devrait jamais être persuadé qu'il est dans le mauvais corps. Derrière le dos des parents, l'école présente la transition comme la solution ultime à tous ces problèmes psychiques. Cet homme a arrêté sa voiture pour prier silencieusement dans sa tête. Un policier s'approche pour lui demander « Quelle est la nature de votre prière ?» Il a été condamné. La Cour européenne des droits de l'homme a qualifié la liberté d'expression de droit fondamental. Limiter les gens sur la base de leurs pensées ou de leurs prières silencieuses est une grave atteinte à ce principe. Bonjour Monsieur Bollmann. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes le directeur des actions européennes pour ADF International, un groupe juridique chrétien, conservateur, spécialisé dans la défense des droits fondamentaux tels que la liberté religieuse, la sacralité de la vie et de la famille. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour discuter de la liberté d'expression et de la liberté de croyance. Pour commencer, je vous propose de revenir sur une affaire qui a beaucoup attiré l'attention ces derniers temps, celle d'un père s'opposant à l'intervention des autorités dans la transition de genre de sa fille mineure, transition réalisée sans le consentement des parents. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette affaire et expliquer comment ADF International est intervenu ? Merci de m'avoir invité dans cette émission. C'est un plaisir. Je vais volontiers parler de ce cas et d'autres dans lesquels nous sommes impliqués. En fait, dans cette affaire, nous avons le privilège d'assister non seulement le père, mais en réalité, le père et la mère sont profondément préoccupés par le bien-être de leur enfant. Si vous regardez la situation de façon générale, aucun enfant ne devrait jamais être persuadé qu'il est dans le mauvais corps. En fait, derrière le dos des parents, l'école de cette jeune fille a encouragé ce que l'on appelle une transition sociale. Encourager une transition, c'est en réalité pousser vers une intervention thérapeutique qui ne doit pas être prise à la légère. Ce n'est pas une chose que l'école devrait faire sans l'accord des parents. Quand les parents ont découvert ce qui s'était passé et qu'ils ont exprimé leur opposition parce qu'ils tiennent profondément à leur fille et l'ont élevée pour être une femme forte et exceller dans tous les domaines où elle a du talent. Ils se sont retrouvés confrontés à une opposition de l'école, des services de protection de la jeunesse, de l'hôpital, des médecins et aussi d'organisations militantes transgenres. Ils se sentent impuissants. Mais dans un premier temps, qui est-ce qui a dit à la fille qu'elle devait changer de sexe ? Que s'est-il passé exactement ? Tout a commencé juste avant ses 14 ans. Elle fréquentait l'école, c'est une fille très talentueuse, jouant du piano et qui excelle dans toutes les matières scolaires. Puis à un moment donné, elle a approché ses parents par le biais d'une lettre. Ils ont découvert plus tard qu'il s'agissait d'une lettre type qu'on peut trouver sur Internet. Il ne s'agissait pas de ses propres mots, mais d'une lettre préécrite où elle révélait qu'elle était dans le mauvais corps, c'est-à-dire qu'elle affirmait qu'elle était un garçon piégé dans un corps de fille. Les parents, bien sûr, étaient choqués. Ils voulaient soutenir leur enfant, alors ils n'ont rien entrepris de radical. Ils voulaient juste réagir, mais en s'informant et en cherchant à mieux comprendre ce qui se cachait derrière ce désir de transition, ils ont commencé à remettre en question le récit de leur enfant. Ils ont découvert que cette histoire durait depuis un moment et que l'école et le psychologue scolaire étaient déjà en consultation avec leur fille depuis longtemps et personne ne les en avait informés. Ils ont alors approché l'école et exprimé leur opposition à une transition. Mais les démarches ont continué. Des réunions ont été facilitées avec le SPMI, les services cantonaux de protection de la jeunesse à Genève. Ces derniers ont également impliqué des militants transgenres qui défendent fortement les récits liés à la transition de genre. La fille a également été envoyée à l'hôpital par l'école sous prétexte qu'elle était prétendument suicidaire. Les parents ont été invités à se rendre à l'hôpital pour voir leur fille. Mais où en sommes-nous exactement aujourd'hui ?
Quel âge a la jeune fille maintenant? A-t-elle entamé ou achevé sa transition? Est-elle déjà devenue un garçon? Où en sommes-nous? À l'heure actuelle, la fille a effectué une transition sociale avec le soutien de l'école. Elle ne vit plus à la maison depuis plus d'1 an. Elle est dans un foyer géré par l'État et les parents n'ont pas de contact régulier avec elle. Ils interagissent de temps en temps, mais ils ne peuvent pas la voir librement. Cela est dû à l'intervention des autorités de protection de la jeunesse qui ont partiellement retiré les droits de garde des parents. Ils ne peuvent plus décider qui soigne leur fille, ni où elle doit vivre. Pour eux, c'est extrêmement difficile, car ils estiment que leur fille ne reçoit pas les soins médicaux dont elle a besoin pour sa situation spécifique. Elle est influencée par des personnes qui présentent la transition comme la solution ultime à tous ces problèmes psychiques, ce avec quoi les parents ne sont pas du tout d'accord. Je comprends. Et quel âge a-t-elle maintenant? Elle vient tout juste d'avoir 17 ans. Donc, bientôt les parents n'auront plus aucun droit de décision. En fait, ils n'en ont déjà plus, n'est-ce pas? C'est là toute la cruauté de cette affaire. En tant que parents, ils sont censés être, même légalement, les principaux tuteurs des intérêts de leur enfant. Mais dans cette situation, ils sont relégués au second plan et ne peuvent pas intervenir. Pourtant, ils tiennent profondément à leur fille et souhaitent qu'elle s'épanouisse et soit en bonne santé. Ils avaient auparavant engagé un psychologue pour la traiter, mais ce psychologue a été écarté lorsque les parents ont perdu le droit de gérer les soins de leur fille. Ils sont maintenant condamnés à observer la situation se détériorer. Et que fait exactement ADF International pour aider ses parents à l'heure actuelle? Nous avons le privilège de soutenir ces parents-là pour obtenir justice, mais nous avons également à cœur d'examiner la situation dans son ensemble afin de mettre en lumière des pratiques préjudiciables qui sont courantes aujourd'hui. Cela concerne notamment la transition des mineurs qui ne devrait jamais se produire car elle n'a aucun fondement scientifique solide. Les études souvent citées sont profondément biaisées. En fait, de plus en plus de pays s'éloignent de ce narratif exclusivement affirmatif. Et le second élément, c'est que lorsqu'on parle d'enfants de cet âge, la transition sociale peut rapidement mener à des bloqueurs de puberté, puis à des interventions physiques. Tout cela à un âge où le corps est en pleine mutation. Les études montrent que si on laisse le temps passer, ces enfants pourraient finir par finalement accepter leur sexe biologique et leur identité sexuelle. L'un des objectifs de notre action est donc de prévenir la transition des mineurs à un si jeune âge pour leur laisser le temps de se développer et d'accepter leurs conditions. La jeune fille de l'affaire qui nous occupe prend-elle déjà des bloqueurs de puberté? Pas à ma connaissance, mais nous n'avons pas accès à ces dossiers médicaux, donc nous ne le savons pas avec certitude. L'hôpital suit un protocole et se montre prudent pour établir un diagnostic correct. Cela prend du temps. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, les parents nous ont rapporté qu'après seulement une consultation de 30 minutes et à l'aide d'un diagramme appelé Gender Unicorn, qui est très contesté, leur fille a été diagnostiquée comme souffrant de dysphorie de genre. C'est à partir de là que tout a commencé. Est-elle soutenue par quelqu'un, comme un avocat ou une personne qui défend ses droits dans cette affaire? En effet, l'État lui a assigné un avocat pour la représenter dans le procès en cours, concernant le retrait partiel des droits de garde des parents. Ces derniers souhaitent évidemment retrouver leurs droits et que leur fille rentre chez eux. C'est leur objectif principal. Je comprends. Et où en est cette affaire précisément à l'heure actuelle?
Il y a deux aspects dans cette affaire. Le premier concerne le tribunal de première instance qui discute en continu des questions relatives à la garde, à savoir où se trouve l'enfant et qui s'occupe d'elle. Le tribunal a ordonné à ma connaissance qu'un traitement approprié soit administré. Cependant, rien n'a été fait jusqu'à présent. L'état de santé sous-jacent de la jeune fille, qui a peut-être déclenché cette situation, n'a pas été traité. C'est du moins ce que pensent les parents. Le second aspect concerne la transition légale. Selon le Code civil suisse, une personne de 16 ans peut changer son sexe enregistré par une simple déclaration d'identité. Les recherches montrent que cela place les enfants sur une trajectoire menant à des interventions physiques plus tard. Et c'est la raison pour laquelle les parents remettent en question cette procédure, car la loi suisse ne prévoit aucune évaluation pour ces cas. Pensez-vous pouvoir apporter une aide réelle aux parents, ou êtes-vous sans grand espoir face à la situation? Je pense que le simple fait de se tenir à leur côté est déjà un soutien important, car ils font face à une alliance très puissante et se sentent démunis. Leur montrer qu'ils sont de bons parents, qu'ils font de leur mieux pour le bien de leur enfant, est un soutien précieux. Nous les aidons également sur le plan juridique en collaborant avec un avocat suisse compétent qui connaît bien la loi et peut mener les procédures. Nous avons ainsi la possibilité de faire partie de l'équipe juridique, bien que nous ne les représentions pas directement sur le terrain en Suisse. Oui, je pense que c'est vraiment significatif pour eux. Absolument, et ce n'est pas seulement un cas isolé. Il y a beaucoup d'autres cas similaires. Le rôle des services de protection de l'enfance est vraiment très discutable. Lorsqu'ils retirent les droits de garde des parents, ils deviennent responsables du bien-être de l'enfant concerné. Cependant, ils semblent être fortement influencés eux aussi par le discours affirmatif et ne font rien pour le remettre en question, même au niveau médical. Vous travaillez sur des cas similaires ailleurs en Europe? Oui, nous discutons avec des parents dans des situations malheureusement très similaires en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant des sentiments des parents de cette jeune fille et de leur situation. Je vous propose qu'on prenne un instant le point de vue des enfants. Votre organisation, ADF International, fait souvent l'objet de critiques, notamment concernant ses positions sur les droits LGBTQ+, positions que certains considèrent comme controversées. Comment est-ce que vous répondriez à ces critiques? C'est une question intéressante qui mérite des précisions. Nous sommes une organisation de défense juridique et nous défendons fermement le concept universel des droits de l'homme qui s'applique à toutes les personnes sans distinction. En Europe, par exemple, nous avons la Convention européenne des droits de l'homme qui ne fait aucune distinction de sexe, d'âge ou autre. Les droits de l'homme sont pour tout le monde. Je pense que les droits de l'homme sont un point important à aborder. Et en tant que juristes, nous sommes bien équipés pour comprendre cela de manière appropriée. Il est intéressant de noter que, parfois, il semble difficile d'avoir un débat sur ces sujets. Lorsque vous remettez en question un certain discours, vous recevez ce type de critique qui ne repose pas sur des arguments substantiels, mais vise plutôt à discréditer une organisation ou une personne. Ce n'est pas un jeu auquel nous souhaitons participer. Est-ce qu'ils ont des arguments solides pour affirmer que vous ne respectez pas les droits des personnes LGBTQ+? Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Vous devriez leur poser la question. Comme je l'ai dit, les droits de l'homme sont universels. Il n'y a aucune distinction basée sur le sexe ou l'orientation sexuelle. La loi garantit l'égalité devant la loi pour tous, et nous défendons fermement ce principe. Abordons maintenant une question liée à la santé reproductive. En Angleterre, des incidents récents ont mis en lumière des tensions entre les défenseurs de la liberté d'expression, comme ADF International justement, et les partisans du droit à l'avortement.
C'est un sujet important et très controversé aujourd'hui. Par exemple, en novembre 2022, Adam Smith Connor, un vétéran de l'armée britannique, a été arrêté pour avoir prié silencieusement près d'une clinique d'avortement à Bournemouth. Il a été accusé de violer une zone tampon interdisant la prière silencieuse. J'ai été choquée lorsque j'ai lu cela. Je n'avais jamais entendu parler de ces zones tampons interdisant la prière silencieuse. ADF International a soutenu cet homme en assurant sa défense juridique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre rôle dans cette affaire ? Bien sûr, nous avons eu le privilège de soutenir Adam Smith Connor ainsi que plusieurs autres personnes confrontées à des situations similaires. Permettez-moi de décomposer un peu votre question. Vous avez mentionné par exemple le concept même de zone tampon. C'est une tentative de restreindre l'expression dans certaines zones. Nous avons vu cela se produire au niveau municipal au Royaume-Uni et depuis octobre, une loi nationale interdit en fait toute expression pro-vie dans une zone définie autour des établissements pratiquant des avortements. Cela constitue une limitation de la liberté d'expression, un droit fondamental dans toute société démocratique. Nous croyons que chacun a le droit de vivre conformément à ses convictions, de les exprimer librement, ou de ne pas avoir de croyance du tout. Les gens ont le droit de parler librement de cela. Si l'on commence à limiter l'expression en fonction de son contenu, c'est la fin de tout débat. Nous croyons fermement que toute forme d'expression devrait toujours être réfutée par davantage d'opinions et que les individus sont libres de s'exprimer de toutes les manières possibles. Je sais que cette affaire a également été pour vous l'occasion de contester ce concept de zone tampon. Qu'est-ce que vous pensez précisément de ces zones tampons ? Où est le problème selon vous ? Comme je l'ai mentionné, elle limite l'expression dans certaines zones et censure un contenu spécifique. Nous nous opposons strictement à cela en droit. Regardons ce que ces gens ont fait concrètement. Vous avez également exprimé en début d'émission vos préoccupations liées au fait qu'au XXIe siècle, nous avons des personnes devant le tribunal pénal pour avoir prié silencieusement dans leur tête. C'est le premier cas dans l'histoire moderne britannique d'une infraction de pensée. Et ce n'est pas limité au Royaume-Uni. Des lois similaires apparaissent dans d'autres pays, comme en Allemagne. C'est en fait une insulte à l'esprit juridique, car ce n'est pas ainsi que nos systèmes juridiques sont censés fonctionner. La Cour européenne des droits de l'homme a qualifié la liberté d'expression de droit fondamental pour la démocratie. Limiter les gens sur la base de leurs pensées ou de leurs prières silencieuses est une grave atteinte à ce principe. Imaginez cela, cet homme, Adam Smith Connor, a arrêté sa voiture pour sortir quelques minutes devant le bâtiment et prier silencieusement dans sa tête, les mains jointes. Un policier s'approche pour lui demander « Quelle est la nature de votre prière ?» Pouvez-vous imaginer? Qu'est-ce que cela importe à la police ou au public? Chacun devrait pouvoir vivre selon ses croyances profondes et les exprimer librement comme il le souhaite. Certaines personnes pourraient vous répondre que vous pensez que le droit à la liberté d'expression et de prière devrait primer sur les mesures qui sont conçues pour protéger l'avortement. En effet, les patientes des cliniques peuvent se sentir victimes de pression ou d'intimidation face à des personnes qui prient. Qu'est-ce que vous répondriez à ces critiques ? C'est une façon particulière de voir les choses, une vision que je ne partage pas. Je pense que le concept des droits de l'homme ne consiste pas à nous opposer à eux ou à susciter cette controverse. Évidemment, chacun a des droits. Donc, il peut y avoir des cas où les droits entrent en conflit. Mais permettez-moi d'être très clair, je suis totalement contre le harcèlement, en particulier des femmes vulnérables en situation difficile durant une grossesse.
Cependant, il s'agit ici du droit de recevoir et de transmettre des informations garanties par la loi. Les personnes comme Adam Smith Connor ont simplement prié pour elles-mêmes, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas interagi avec qui que ce soit. On peut donc se demander dans quelle mesure ceci peut être considéré comme du harcèlement. Personne ne devrait être harcelé. Personne ne devrait être confronté à ce genre de choses. Mais si quelqu'un veut avoir des informations, il s'agit d'un accord consensuel entre adultes dans une société libre qui devrait empêcher les gens de demander de l'aide, de demander des informations, de recevoir peut-être l'impulsion de reconsidérer un choix difficile qu'ils se sont sentis obligés de faire. Il existe des preuves que beaucoup de ces décisions ne sont pas aussi libres qu'on le dit. Et je trouve vraiment dommage qu'au lieu d'avoir cette discussion, on tente de l'étouffer. Selon vous, est-ce qu'il existe une raison cachée derrière la création de ces zones tampons? Est-ce que vous pensez qu'elles sont spécialement conçues pour limiter la liberté de pensée et d'expression des individus? À première vue, elles sont présentées comme une mesure pour protéger les femmes contre le harcèlement. Mais si vous examinez de plus près, cet argument est plutôt superficiel, parce que les lois sont souvent vagues et envoie un message dissuasif, indiquant qu'il n'est pas approprié de faire certaines choses dans un certain endroit à un certain moment. Cela est incompatible avec une société démocratique libre et avec le concept de la liberté d'expression qui inclut aussi le droit de recevoir des informations. Il doit donc y avoir des raisons qui font que les gens s'opposent à un message particulier. On peut seulement spéculer sur leur motivation, mais espérons que la vérité finira par prévaloir. On en est où exactement actuellement dans le procès? Est-ce que vous êtes en train d'obtenir gain de cause dans ces affaires où des personnes ont été condamnées pour leurs prières? Où est-ce qu'on en est exactement? Prenons le cas d'Adam Smith Connor. Il a été condamné récemment. D'autres cas, comme celui d'Isabelle Vaughan-Spruce, elle a été acquittée et elle a même reçu une indemnisation du gouvernement pour les difficultés qu'elle a subies. L'affaire d'Adam Smith Connor est en appel. Il est révélateur que quelques jours seulement après ce jugement, le procureur général du Royaume-Uni a donné une interprétation de cette loi indiquant qu'elle pourrait ne pas être applicable dans le cas de la prière silencieuse, après tout. Nous voyons donc cela comme un encouragement, car il existe une chance juridique de gagner cette affaire, et nous ne devrions certainement pas accepter un tel jugement qui censure les pensées qui traversent silencieusement votre tête. Vous avez parlé de ce cas précis, mais qu'en est-il des autres cas, en Europe et ailleurs? Est-ce que vous avez l'espoir que la liberté d'expression finisse un jour par l'emporter? Vous savez, tout le monde devrait pouvoir s'exprimer librement, et c'est inscrit dans la loi. Peut-être que nous n'avons jamais été aussi libres de nous exprimer aujourd'hui, et pourtant, la société semble avoir du mal à le faire. Nous entendons parler de polarisation, de personnes qui n'osent pas parler librement, contrairement à ce que la loi garantit. Ils disent que la liberté de penser est un droit fondamental et essentiel à une société démocratique. J'encourage donc les gens à exercer leur droit à s'exprimer librement, à dire ce qu'ils pensent, également par courtoisie envers les autres, et j'espère que cela permettra un débat plus ouvert sur certaines choses, ce qui est tout à fait nécessaire, car les gens peuvent avoir des opinions différentes sur une multitude de sujets. Et si nous n'en discutons pas, nous ne saurons peut-être jamais ce qui est juste ou comment nous souhaitons nous positionner en tant que société. Le système juridique permet clairement cette liberté et en tant qu'avocat, j'ai bon espoir que les tribunaux continueront à protéger la liberté de religion ou de croyance, car c'est ce que la loi stipule. Hormis les deux cas dont nous avons parlé aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au niveau international pour garantir la liberté d'expression? Dans quelles affaires êtes-vous impliqué? La liberté d'expression est un sujet central en ce moment. Nous avons un cas en Finlande qui concerne la députée Päivi Räsänen
et un évêque, Johanna Poyola. Ils sont en procès pénal pour un tweet, une déclaration à la radio et un pamphlet qu'ils ont publié il y a de nombreuses années. On observe une tentative de suppression de certaines voix ou opinions. Alors que la loi est claire, elles ont le droit d'exprimer cela. Päivi Räsänen, qui a été ministre de l'Intérieur de la Finlande et députée pendant plus de 25 ans, est jugée à cause d'un tweet qu'elle a envoyé dans lequel elle a publié une photo de l'épître aux Romains. Nous ne sommes pas dans 1984, nous sommes en 2021 et pourtant nous en sommes arrivés là. Elle a été acquittée en première instance, puis en appel. Mais le procureur général de Finlande continue de pousser l'affaire et elle est maintenant devant la Cour suprême finlandaise. Le procès semble déjà être une forme de punition en soi. Vous savez, cette merveilleuse grand-mère et mère de ses enfants, qui aspire à tout sauf à exprimer de la haine, vous savez, c'est une personne très aimante et elle a exprimé une préoccupation, une conviction profonde à laquelle elle a droit. Elle est confrontée à un procès criminel et nous la soutenons. Nous la soutenons depuis plus de 4 ans dans ce combat et nous sommes déterminés à continuer à nous battre pour cette affaire et toutes les autres. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, la liberté d'expression ne soit plus considérée comme une valeur fondamentale? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si seulement je le savais. Ce que je sais, c'est que chacun devrait pouvoir s'exprimer librement, et c'est ce que garantit la loi. Je ne pense pas que nous devrions céder aux forces qui cherchent à réduire au silence certaines opinions. Il n'y a rien de mal à poser des questions ou à être contre-culturel, si c'est ce à quoi l'on croit. Ce qui est important, c'est de promouvoir un dialogue ouvert, d'interagir avec les autres, de chercher à se reconnaître en l'autre et d'avoir des conversations honnêtes. Cela pourrait être une partie de la solution, rétablir un échange sincère entre les individus. J'hésiterais à considérer comme un véritable ami quelqu'un qui refuse de me parler ouvertement. Je pense que c'est la solution au problème. Nous devons pratiquer l'interaction, le dialogue, dire ce que nous pensons et ne pas craindre les opinions divergentes. Parlez et soyez prêts à être dans la confrontation. Certaines thématiques sont parfois controversées, mais les controverses doivent être discutées. Il y a un effet dissuasif avec des cas comme celui de Räsänen ou d'autres en Suisse, mais je garde l'espoir que la loi nous aidera à surmonter cette période de l'histoire pour rétablir une plus grande liberté de débat. Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens aujourd'hui hésitent à exprimer leurs idées par peur de ce que les autres pourraient penser ou dire à leur sujet? Malheureusement, c'est le cas. Un sondage publié l'année dernière dans un journal allemand a révélé que seulement 40% de la population se sentait libre d'exprimer ses idées, tandis que 44% préféraient se taire, estimant qu'ils ne pouvaient pas parler librement. Et je ne vois aucune raison légale pour laquelle les choses devraient être ainsi. C'est une situation alarmante qu'il faut changer. Mais changer les choses, ça demandera un peu de courage. Nous pouvons penser à ce qui est en jeu. Nos libertés fondamentales sont en jeu. La démocratie est en jeu. Donc, j'encourage les gens à prendre la parole. La liberté est comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas, elle s'atrophie. Il en va de même pour la liberté d'expression. Alors, pourquoi ne pas dire ce que l'on pense ouvertement et espérer apprendre des réponses des autres pour nous rapprocher collectivement de la vérité? Merci beaucoup, Monsieur Böllmann, pour ce discours important sur la liberté d'expression et la liberté de croyance. Ce sont des sujets cruciaux. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions d'échanger à ce propos. Merci infiniment, Monsieur Böllmann, pour cette discussion. Et à bientôt, peut-être. Merci à vous.